au travail, mes amis, nous avons vaincu la fatalité. Et s'il fallait déchiffrer l'énigme par la faim, quelle fatalité était ainsi vaincue? Et si on en perdait la mémoire, ne risquerait-elle pas de s'abattre de nouveau sur nous et nous vaincre par la répétition des mêmes erreurs et errances? La culture de la mémoire nous permet donc de saisir les grandes trames de l'Odyssée nationale et ses enjeux pour aujourd'hui et demain. Savoir d'où nous venons et aller où nous allons, surtout quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, où les gens se permettent de jouer avec les sacrifices que des gens se sont imposés hier pour que nous soyons dans le renouveau démocratique. Le pays était vraiment dans un état épouvantable, au bord du chaos, de la guerre civile, en situation de catastrophe, de déliquescence totale d'un État. Ce que je voyais m'a tellement frappé, me frappait tellement, que j'ai commencé par prendre des notes pour écrire un document ou un récit, je ne sais pas. Vous savez comment je l'ai intitulé? Chronique des jours affamés. La ruée vers les banques pour toucher sa paye. On a annoncé que l'argent est arrivé à la banque, donc il n'y en avait pas. On a gongonné. Ah, allez toucher, allez toucher. On paye les clients jusqu'à 10 heures. La banque paye effectivement. Eh bien, la queue était longue jusque dans la rue. Un père de famille arrive, on lui dit il n'y a plus assez d'argent pour payer les gens. Le lendemain, il se remet en route à pied. À 6 heures du matin, il est là. Et il se trouvait au 50e rang encore. On paye 45 clients. Et un agent de la banque vient dire, il n'y a plus d'argent, il faut revenir demain. Désastre pour cet homme. Et il se met en crise. Il s'effondre. On ramasse son cadavre. Bonheur pour le peuple laborieux, peuple bienheureux de la République populaire des mystificateurs. Demeurez comme un seul homme derrière le guide suprême qui incarne l'espoir de la nation et la garantie de l'unité, de la paix, de la prospérité. Voilà le discours officiel, voilà les réalités des hommes. À cette époque-là, des hommes disaient à leurs femmes d'aller se prostituer pour qu'on ait un peu d'argent pour que les enfants mangent. Cet exemple très douloureux qu'on a connu vers la fin de la Révolution, quand les gens n'avaient plus les salaires, plus de moyens de donner même à manger aux enfants. Les enfants n'allaient plus à l'école. Des maris, à leur corps défendant, qui ont même autorisé, certains maris ont fermé les yeux, je ne peux pas dire autorisé, mais ont fermé les yeux sur certains comportements de leurs femmes en les laissant se prostituer, rien que pour donner à manger aux enfants qui avaient fait à la maison. Sur cette terre chargée d'histoire, cette terre qu'on avait crue au bord du naufrage, il était difficile ces derniers temps de porter le nom de Taobé ou de Béninois. Eh bien, nous prouvons une fois de plus que quand une nation connaît des difficultés, elle trouve dans ses tréfonds l'énergie et le courage nécessaires pour affronter les difficultés. La dictature s'appuie sur deux éléments, la terreur et la famine. Si tu arrives à briser cet élément-là, c'est fini. La révolution a bouleversé plein de choses, mais elle n'a pas changé l'homme béninois. Mais l'homme béninois changea la révolution. Par le courage de certains vrais intellectuels, l'audace de journalistes intègres, l'appel de l'Église, la ferveur populaire. Nous avons été, à l'époque, un certain nombre d'enseignants de l'université à exiger du bureau du SNES qu'il convoque une assemblée générale extraordinaire. Nous avions bien préparé dans le plus grand secret, car c'était une époque où on devait se surveiller. Nous avions minutieusement préparé un projet de déclaration
nous avons demandé que tous les enseignants, tous les membres du SNES présents à cette AG signent cette déclaration. Sitôt dit, sitôt fait. L'infime minorité qui était restée réservée ou hostile n'a évidemment pas signé. Je me souviens très bien, quelqu'un comme notre collègue maître Robert Dossou, malgré les hautes fonctions qu'il occupait à cette époque, a immédiatement signé sans hésitation. J'en connais d'autres par contre qui n'ont jamais voulu signer et qui, lorsque le mouvement a abouti, sont devenus de grands porte-parole du mouvement révolutionnaire, du mouvement démocratique. Ainsi va la politique. Au cours de ce congrès, nous avons, entre autres choses, décidé de désaffilier le SNES de la centrale syndicale unique et obligatoire qu'était l'UNSTB. La plupart étaient tellement apeurés que vraiment il y a eu un débat houleux. Et le président du congrès, un homme aussi intègre que courageux, Mathias Ekodessi, a dit: nous votons au bulletin secret. Et c'est ce vote au bulletin secret qui a permis de dégager une majorité écrasante en faveur de la désaffiliation du SNES de l'UNSTB. Nous avons eu un peu peur de ce résultat parce que dans le paysage politique de l'époque, c'était difficilement imaginable. Nous avons cru que le ciel allait tomber sur nos têtes et nous attendions. Au bout de 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 1 semaine ou mois, nous avons constaté que le ciel n'était pas tombé sur nos têtes. Nous avons alors compris que les temps avaient véritablement changé. Et à partir de là, beaucoup de syndicats se sont les uns après les autres désaffiliés de l'UNSTB. L'église du Bénin était, et elle est encore maintenant, mais à l'époque, était vraiment une église libre et pauvre. Elle sortait d'une expérience très dure. Il y avait eu toute l'expérience marxiste-léniniste du pays. Et là, l'église avait souffert beaucoup. Vous viviez aussi un moment très difficile. On était presque au bord d'une guerre civile, non? Et c'est là que l'Église a montré vraiment toute sa sagesse, je dirais sa maternité, non, envers tout le peuple béninois et a accompagné ce processus. Il y a eu le travail de tout le clergé béninois qui a aidé. Et je me souviens d'une lettre pastorale, n'est-ce pas, dont le titre, si j'ai bonne mémoire, disait
convertissez-vous, le Bénin vivra. Et ça, c'est un message très fort parce que ça nous invitait les uns les autres à reconnaître notre part de responsabilité dans la crise. Alors, une fois qu'on a cette attitude mentale, ça vous permet quoi? Ça vous permet une sorte de confection collective. Et ensuite de dialoguer, de vous concerter pour bâtir. Devant cette situation très tendue, que l'Église parle, et on a publié cette lettre pastorale qui après est venue vraiment comme, je dirais, un manuel pour tous ceux qui participaient à la conférence nationale. Et que le même président Kérékou avait voulu qu'on distribue dans tout le pays pour se préparer à cet événement. Parce que là, vous trouviez la vision d'une société libre, démocratique, à la lumière naturellement des principes de l'Évangile et de l'Église, de la doctrine sociale. J'étais commissaire du peuple, député, commissaire du peuple à l'Assemblée nationale révolutionnaire. Et je représentais l'Université nationale du Bénin je représentais la catégorie des enseignants du supérieur, les enseignants de l'Université nationale du Bénin avec mon ami, frère et collègue René Awansou. Et nous avons décidé d'arrêter un programme à suivre au sein de l'Assemblée nationale révolutionnaire qui venait d'être réélue en mai 1989 et devait être installé le 31 juillet de la même année. Alors le 28 juillet, nous sommes... Vous allez voir le président Kérékou. Nous avons demandé une audience, il nous l'a accordée et nous lui avons expliqué, fait historique à l'appui, que son régime révolutionnaire là était foutu, il fallait changer et adopter la démocratie libérale. Peu de temps avant cela, avant notre rencontre, j'avais écrit un article qui a fait beaucoup de bruit, à savoir le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument. C'était un article explosif qui a fait confisquer le journal. C'était la Gazette du Golfe. Le journal a été confisqué, mais ça fait suffisamment de bouquins pour que l'idée de la contestation du régime en place ait pu avoir lieu. Et cet article-là a été le premier coup de semonce. Ça a secoué le pays. En tant que commissaire du peuple, nous avions une mission. Le pays allait à volo. Il fallait arrêter le processus de désintégration de la société béninoise. Nous avons rencontré le président Kérékou. Nous lui avons parlé. Parce que le choix qui avait été fait, le choix du socialisme, du marxisme-léninisme, avait montré ses limites. Et les actions du PRPB n'avaient pas été suffisamment productives de résultats attendus. On s'est rendu compte, nous nous sommes rendus compte que le raisonnement qu'on lui a mené l'a un peu touché. Donc on s'est dit, il faut faire la déclaration, il faut déclarer à la radio ce que nous venons de lui dire. Et nous avons déclaré à la télévision, radio. Et le lendemain, c'est Clément Huenotin qui a dirigé l'interview, paix à son âme. Et le lendemain, Clément Huenotin a balancé ça sur les ondes aux informations de 13h. Quand nous avons fait notre déclaration, j'ai le texte de notre déclaration, mais les gens ont saisi nos déclarations, ils ont retiré. Et il était devenu impossible que l'on nous touche, parce que nous étions non seulement couverts par l'immunité parlementaire, en tant que commissaire du peuple, les journalistes qui avaient enregistré avaient déjà diffusé, c'était déjà parti vers toutes les grandes chaînes internationales, et nous étions devenus les nouveaux héros de l'ère du renouveau démocratique. Quand Maître Robert Dossou et le professeur René Awansou, commissaire du peuple, aujourd'hui on dirait député à l'Assemblée nationale révolutionnaire, en tant que représentant de l'enseignement supérieur, sont allés rencontrer le président Kérékou le 29 juillet 89.
Et ils lui ont dit, de but en blanc sans mettre les gants, il est temps de démonopoliser la vie politique et permettre à d'autres courants de penser, à d'autres courants politiques qui ne sont pas révolutionnaires marxistes-léninistes, de s'exprimer, puisque c'est notre pays à tous. Ça, c'était à la sortie de l'audience. Ça a été enregistré. Mais c'est la voix de la révolution qui a eu le courage. Les journalistes étaient les responsables de passer ça. La conférence Nord-Sud du Conseil de l'Europe que j'ai organisée dans le cadre du Centre panafricain de prospective sociale. Et cette conférence-là a eu un impact énorme parce que, avant de venir, les parlementaires européens ont exigé un certain nombre de réformes, un certain nombre d'assouplissements dans le fonctionnement du régime. Beaucoup de gens qui ont été autorisés à rentrer, qu'il y a eu des libérations, etc., etc. C'est la période de la conférence de cette conférence Nord-Sud où la phrase célèbre de notre frère Paulin Moutondier a été prononcée « N'ayez pas peur, n'ayons pas peur ». La session conjointe a arrêté les mesures suivantes. 1. Le président du comité central, président de la République, chef de l'État, convoquera au cours du premier trimestre de l'année 1990 une conférence nationale regroupant les représentants de toutes les forces vives de la nation. Dit que la révolution battait de l'aile déjà beaucoup et un peu à la fête de Notre-Dame de l'Immaculée Conception, la veille, nous avions c'est là que au cours des événements, on a appris que Kérékou venait de dire que le métier, enfin, au marxisme-léninisme, on sortait de ce carcan idéologique. Et bon, donc, on a vu ça un peu comme un don dû à l'intercession de la Vierge. Ça a fait l'effet de boum. Mais après, la grande manifestation du 11 décembre 1989 contre le président Kérékou, c'était l'émeute dans la ville. Et le chef de l'État a eu le courage d'aller au-devant des manifestants, passant par l'ancien pont, le tout premier pont de Cotonou, à Kwakwa, le cimetière, tournant par la Béninoise, arrivant à l'église Sacré-Cœur, il y avait déjà une foule immense. Il est sorti de sa voiture, il a marché en traversant le pont jusqu'à Dantokwa. C'était l'émeute, les gens lui ont jeté des pierres. Jusque devant l'église Saint-Michel. C'est encore la voix de la révolution qui non seulement a couvert le reportage, mais elle a passé pour montrer que maintenant, il faut ouvrir de nouvelles pages, même en matière de presse. En janvier 1990, il y a eu une grande assemblée générale de l'AJB, l'Association des journalistes du Bénin. L'objectif de cette réunion, c'était pour dire il est temps que on passe de la propagande à l'information pure. Il est temps que le gouvernement arrête la censure des journaux. Il est temps que tous les journalistes, quel que soit l'organe dont ils font partie, puissent faire l'information telle qu'ils l'ont apprise. Donc, le communiqué final de cette Assemblée générale de l'AJB de janvier 1990 demandait quoi? Demandait la liberté de presse. Et alors commencèrent les préparatifs de l'éminente conférence des forces vives de la nation. Membre du comité national préparatoire, c'était rien que des membres du gouvernement. Il y avait moi comme président, il y avait le futur général, il était colonel à l'époque, Bratier,
le général Bratier qui était mon vice-président. Et il y avait Elek Behamos, Alidou Salifou. Elek Behamos était ministre du Commerce, Alidou Salifou était ministre de l'Enseignement supérieur, Kadia Germain était ministre de l'Enseignement maternel de base, et René Zissou, ministre de la fonction publique, Ousmane Batoko, ministre de la communication. Le président Mathieu Kérékou, ce qu'il a désigné n'était pas membre du parti unique. Il a pris les 4 universitaires qu'il a fait rentrer au gouvernement en août 1989. Et il n'y avait qu'un seul membre du PRPB, c'était Ousmane Batoko. Il y a eu 2 autres comités préparatoires qui sont organisés. Les anciens partis avec Tewedjre, et ils se sont réunis à Vrankou, puis après ils ont déménagé à Djregbé. Eux aussi, ils préparaient la conférence de leur côté, c'était la vieille classe politique. Et les jeunes, eux, ils ont mis le siège de leur comité au stade de l'Amitié, où ils préparaient de leur côté là-bas. La guerre des quotas, en fait, c'était l'exhumation d'une peur. Parce que quand on a publié le nombre de délégués par catégorie, le nombre le plus important, c'était les paysans ouvriers, artisans. Il y a eu cette guerre des quotas qu'on a faite au comité préparatoire. Mais après, une délégation du comité, sur leur demande, a reçu des délégués de sensibilité politique et autres. Et dans l'intimité, ils nous ont dit, bon écoutez, au fond, c'est les paysans qui nous inquiètent. Eux, ils sont sous influence. Moi, j'ai fait l'Assemblée nationale révolutionnaire où la majorité était des paysans, mais ils m'ont rendu humble. Ils m'ont fait humble. Il y a eu la question des doubles délégations. Le Gabon est arrivé avec 2 délégations qui se s'entredéchiraient. Certains sont venus en surnombre, comme la délégation du Sénégal, la délégation de France. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils alternaient, ils se relayaient. Quelqu'un venait le matin et l'après-midi, il donnait son badge à quelqu'un d'autre qui arrivait. Bon, nous, on ne s'en est pas rendu compte, je l'ai su après. Les exilés volontaires, ou plutôt dits volontaires, ceux qui ont été condamnés à mort, qui sont dehors, etc. Bon, certains rentraient en ce moment-là, mais sur la pointe des pieds, et ils n'avaient pas tout à fait confiance. Et je dois donner le cas du président Émile Delin Zissou. Donc, lui, il a été condamné à mort 2 fois au moins. Donc c'était la bête noire de la révolution à l'époque. Et il devait rentrer. Lui aussi devait venir participer à la conférence nationale. Il y a un autre cas, le cas de Borna. Borna Bertin qui était condamné aussi. Et je lui ai dit, Bertin, si tu ne viens pas, tu le regretteras toute ta vie. Moi, je te dis, viens. Et il est venu, il a participé. Il a même été élu député. Quand cette conférence a été lancée, beaucoup de gens n'y croyaient pas. Moi, j'étais à Rome. J'étais au Fonds international de développement agricole à Rome. Quand j'allais venir, d'autres m'ont dit, mais tu perds ton temps et ton argent, ça va servir à rien, c'est un piège. Il y avait 15 femmes, toutes tendances. Moi, j'étais là-bas au titre de l'association des professionnels africains de la communication à Pâques Bénin. On n'était pas nombreuses, mais nous nous sommes fait entendre. On s'est fait entendre parce que nous avions mis sur pied une stratégie qui nous avait permis, vu le nombre que nous étions, nous avons dit, il faut qu'on se fasse entendre. Mon béninoise, l'avenir de ton pays dépend particulièrement de toi. Mais la veille, j'ai fait le tour, parce que j'avais la liste des délégués. J'ai fait le tour de certains délégués pour leur demander, les supplier, pour leur demander de tout faire pour que ce soit un homme d'église qui préside la conférence. Parce que si on laissait présider la conférence par quelqu'un qui est susceptible d'avoir des visées, d'être candidat plus tard, ça va braquer ceux qui dans la salle auraient la même visée que lui. Parce que nous connaissons, nous Béninois. Lorsque
la question s'est posée de former le bureau de la conférence des forces vives. Il y a eu des contacts non officiels qui ont été pris. Entre autres, le président Manga, pour ne pas le nommer, de très respecté mémoire, s'est rapproché de M. de Souza en lui disant que les anciens présidents et un certain nombre de congressistes souhaiteraient que ce fût lui qui dirigea les travaux de la conférence. Et il a été très discret, il lui a dit « l'Église ne fait pas de politique, donc je ne saurais accepter ». C'est sa première réponse. Dans les situations difficiles, il faut des hommes qui aient de la visée, de l'envergure, de la vision. Des hommes qui sont hors du commun, des hommes d'exception. Monseigneur de Souza n'a pas cherché à présider la conférence. Il a été sollicité. D'autres responsables religieux ont été également sollicités. Quelqu'un a proposé le pasteur Henri Harry, qui a décliné. Quand il a décliné, je ne peux pas vous dire ce que j'ai dit. Dans mon fort intérieur, il n'a rien compris celui-là. Même personne l'a travaillé. Les gens devaient lui expliquer. Bon, et puis je me suis dit, je priais tranquille, silencieusement pour que De Souza lui l'accepte, parce que c'était les deux hommes d'église réellement susceptibles de présider. Lorsque la question s'est posée d'élire Monseigneur Isidore de Souza à la tête à la tête du présidium, j'ai eu une discussion très rapide avec le pasteur Henri Henry. Nous sommes très vite mis d'accord au sein de la délégation protestante que les représentants des différentes communautés religieuses étaient censés se placer fermement sur le terrain de l'absolu, et énoncer des règles universelles qui ne souffriraient aucune exception. La religion était le terrain de l'absolu, tandis que la politique était le champ du relatif, où tout est compromis, négociation. J'étais assis juste à la droite de l'imam de Kadjeroun qui conduisait la délégation musulmane. Et alors, une fois que nous nous sommes mis d'accord au sein de la délégation protestante, j'ai eu une discussion rapide avec l'imam qui, après une brève réflexion, m'a dit « Au fond, vous avez raison ». Donc les 8 abstentions étaient celles des 4 représentants des églises protestantes et évangéliques et des 4 représentants de la communauté musulmane. Monseigneur Isidore de Souza a été élu président de la conférence nationale à l'unanimité, moins 8 abstentions. Honorable délégué, je voudrais dire toute notre reconnaissance à tous les délégués ici présents
qui nous ont fait confiance et qui nous ont investis pour présider cette conférence nationale des forces vives de la nation en vue du renouveau de notre pays et pour sa prospérité. Merci de votre confiance. Mais lourde responsabilité, tâche rude et complexe à assumer. Victimes et caciques d'un régime en naufrage sont positionnés. Combat d'armes ou débat d'idées. Le cacique du régime n'entendait pas nécessairement désarmer. Nous avons, en tant que comité préparatoire, décidé d'une réunion avec le comité central du PRPB. Et on les a rencontrés. Et nous leur avons demandé, eux, de ne pas s'agiter. Même s'ils sont attaqués, critiqués, de ne pas aller à la télé pour répondre, etc. Ça va envenimer les choses. Vraiment de se tenir tranquille, on les supplie, qu'on leur demande ça. Et globalement, ils ont respecté. On était préparés à tout. Mais quand même, il y avait la crise. Il y avait des militaires partout, en grand nombre. Il y a près de 400 et quelques filles. Mais il y a 400 et quelques faux. Tous sont faux. Tous sont PRPB déguisés aujourd'hui parce qu'ils savent qu'il y a une situation qui se présente. Allez dans le micro. Tous sont PRPB. Moi aussi, je suis PRPB. S'il y avait un qui devait être contre PRPB, c'est bien moi. Parce que vous connaissez tous la... Non, Seigneur, qui est qui ici? La conférence, c'est 0. Prenez 1, 2, 3. Kérékou reste là. Conseil, je ne sais pas parce qu'il aime la politique. Mettez le conseil constitutionnel quoi. Manga, prenez-le. Mettez le conseil économique. Il n'a qu'à aller chercher l'argent en France ou en Allemagne. Zilsou, prenez-le aussi. Va chercher chez tes amis. Mais seulement n'oubliez une chose. De Souza, garde la maison. À la révolte encore. Si vous remettez la main en cause, demain, l'armée fera quelque chose. Je serai à la place de Kérékou depuis l'autre jour, en vous tendant la perche, depuis avant-hier, non? À 11h, je vous tendais la perche. Vous n'avez pas répondu, vous avez attaqué mon armée. À midi, je vous refrenais la perche. Et je vous assommais avec cette même perche. Je sors. Je suis content encore là. En tout état de cause, si demain, aux élections, Kérékou n'était pas candidat à la présidence de la République, Kouandété sera candidat à la présidence de la République. Kouandété a menacé de faire un coup d'État. Je dis qu'il est professionnel du coup d'État. Et que s'il le dit, il le fera. Et que la certainement des moyens ne vont pas laisser la population encore une fois victime d'un coup d'État du Kouandété. De mon interview à RFI, je n'ai pas écouté RFI seul. Donc je ne sais ni les commentaires, ni la manière dont cette interview a été diffusée. Mais hier à la suspension, j'allais sur le gazon de cet hôtel lorsque le représentant de RFI, M. Guadouvier, m'a rattrapé et s'est mis à me poser vraiment des questions et tout en marchant, je lui répondais. Il est certain qu'il m'a demandé si je craignais un coup de force. Et je lui ai répondu, tout est possible, que tout était possible. Oui, mais je n'ai pas dit que le coup d'État était possible. J'en ai pas les moyens. Mais maintenant, je vais dire quelque chose sur cette interview-là. J'ignore dans quelle intention Monsieur le Président Maga a fait des observations sur cette interview. Je le remercie pour les possibilités militaires qu'il semble m'accorder. Le 29
juillet, accompagné de René Armançon, j'ai pris mon courage à deux mains pour non seulement faire une analyse profonde au chef de l'État, mais prenant ma responsabilité, j'ai décidé que nous allions déclarer à la radio pour que ça se diffuse dans le peuple la nécessité de démonopoliser la vie politique nationale et de créer, de laisser éclore toutes les sensibilités politiques dans le pays. Je savais ce que je faisais. Je savais le risque que je courais. Je savais le risque que je courais. Parce que la réaction aurait pu être négative de la part du chef de l'État. J'aurais pu être, avec Armançon, accusé de complot. Ça s'est déjà vu dans ce pays. Et ce n'était pas quelque chose. Donc, ce que je voudrais que chacun sache, c'est premièrement que je suis anti-putschiste. Je suis anti-putschiste. Deuxièmement, j'ai accepté des sacrifices. Je me suis engagé dans des sacrifices. Le coup d'État est en train de se préparer au niveau des anciens présidents. Je vous remercie. Nous n'avons rien pour faire un coup d'État, nous n'avons pas d'armée. On peut aller fouiller chez nous, notre domicile, partout. Et je n'ose pas croire que nos frères des forces armées ne nous ont pas tendu un piège et que le marché que nous sommes en train de conclure avec eux n'est pas un marché de dupes. S'il en était encore besoin, nous réaffirmons ici la décision des forces armées de retourner à la caserne pour s'occuper de leur mission cardinale et sacrée de défense, de sécurité et de protection des personnes et des biens dans le cadre du pluralisme démocratique qui va bientôt entrer en vigueur dans notre pays. Cette affirmation renouvelée qui situe, encore une fois, la place et la nouvelle éthique des forces armées dans la nation devrait, nous l'espérons, rassurer messieurs les conférenciers et tous les conférenciers ici présents, et partant tout notre peuple, pour dissiper toute illusion malsaine suite à la déclaration de notre ancien compagnon d'armes. Ceux du PAPB ne voulaient pas qu'on leur arrache le pouvoir. C'est dire en d'autres termes que la conférence nationale ne doit en aucun cas être érigée par personne en un tribunal quelconque animé de joutes oratoires, d'invectives et de récriminations stériles. Au contraire, elle doit demeurer un cadre sain de concertation, de réflexion fructueuse et d'analyse approfondie sur les questions essentielles qui tiennent à cœur à notre peuple qui souhaite l'instauration d'une ère politique nouvelle, fondée sur la réconciliation nationale et le renouveau démocratique, gage de redressement économique. On nous annonce la venue du président Kérékou. La nuit, il était 22h40, le président est arrivé. On a eu chaud, en tout cas. On a eu chaud parce que... Et puis il dit, bon, moi, je ne vous ai pas dit de faire une conférence politique. Vous devez vous appesantir sur les problèmes économiques. Les yeux sont tournés vers nous. Le monde nous regarde. Cette fois-ci, c'est l'avenir du Bénin qui est en jeu. Si cette conférence échoue, le Bénin tombera dans le chaos. Nous avons encore la chance de sauver ce pays. Et cette conférence doit sauver ce pays. Car nous avions été clairs. Et personne, aucun membre du Présidium n'a le droit de travestir
le contenu de notre discours d'ouverture. Nous avions dit que cette conférence doit arriver compte tenu des différentes sensibilités politiques, sociales et confessionnelles. Arriver donc à élaborer une charte. Nous avions dit une charte, parce que le délai qui vous a été imparti est très court pour pouvoir élaborer une constitution. Merci, Monsieur le Président. Au nom de tous les délégués ici présents, je voudrais vous dire notre reconnaissance pour la franchise avec laquelle vous vous êtes adressé à cette Assemblée et vous dire personnellement, en ce qui me concerne, que nous n'avons pas d'erreur à relever, ni de crime à relever ou à pardonner, mais que comme vous, nous tous qui sommes ici, nous sommes animés par la détermination de sauver notre pays. Nous sommes d'accord avec vous que cette conférence doit être une conférence qui remette le pays sur les rails, qui remette les Béninois debout, la main dans la main, tous pionniers pour une société où le droit est respecté, une société où l'intérêt national passe avant tout, une société où nous sommes invités tous à nous mettre ensemble pour que chacun puisse vraiment vivre et non pas vivoter. Mais si notre conférence a quelque peu piétiné, c'est parce que nous avions à tort ou à raison des doutes dont nous aimerions que vous nous tiriez. Et ces doutes, pour les résumer, concernent tout simplement le sort réservé aux résultats des travaux de cette conférence. Ensuite, nous aimerions savoir si les propositions et décisions de cette Assemblée pourraient connaître dans la réalité, pourraient connaître la réalisation dans la vie quotidienne pour la remise sur pied de notre pays. Les souverainistes m'ont désigné comme l'un de leurs 5 représentants. J'ai dit, mais je ne peux pas. Je bégaye, je parle comme un enfant. C'est justement pour ça qu'on te désigne. Nous rentrons en salle. Monseigneur fait un tirage au sort pour établir l'ordre d'intervention des 10 porte-paroles. Et le hasard a voulu que je sois le 10e et dernier intervenant. Tout le monde a parlé, argument contre argument. Le 9e intervenant s'est exprimé. Le 10e devait ensuite intervenir. Monseigneur nous dit, je viens de recevoir un appel téléphonique du président Mathieu Kérékou. La séance est suspendue en attendant son arrivée. Il y a eu évidemment un tollé général. Et c'est dans ces conditions que j'ai fait mon intervention. Que j'ai bégayé l'intervention que la plupart voulaient que je fasse. Pour qu'il y ait démocratie
pour qu'il y ait un état de droit, il ne suffit pas que des droits ou des libertés soient prévus dans les textes. Il faut encore que les bénéficiaires de ces droits aient le courage de les exercer effectivement, de les prendre, sans attendre qu'on veuille bien les leur octroyer. Je pense qu'il appartient au peuple souverain de décider si oui ou non c'est la liquidation effective de l'ancienne politique à travers les hommes, les structures et l'idéologie qui la portent. Les problèmes d'État, les problèmes de l'unité nationale, les problèmes de la paix sociale, de la cohésion nationale, ce ne sont pas des problèmes des philosophes. Nous demandons donc au professeur Undonji d'être patient et de ne pas dire nous voulons la démocratie, mais de ne pas dire pourquoi on nous fait perdre le temps. Il faut que cette conférence aboutisse à des résultats concrets et applicables sur le terrain. Nous voulons, en ce qui nous concerne, en finir avec les coups d'État civils ou militaires. Le seul téléphone qui permet de joindre la salle de conférence du PLM à Ledjo était dans la cabine de la presse. Et quand le président Kérékou téléphonait souvent pour s'entretenir avec le président du président, Monseigneur Dezouza, c'est dans la cabine de presse. Dans la cabine de presse, bon, quelquefois c'était gênant, parce que Monseigneur Dezouza jetait un coup d'œil vers nous pour savoir s'il avait des choses à dire ou des choses qu'il n'avait pas à dire. C'est lui qui allait voir le président Kérékou, qui essayait de lui parler. Vous le voyez disparaître de la salle et revenir. Quand ça chauffait parfois, c'est lui qui sortait de la province, qui était en contact avec le chef de l'État. Est-ce que le Bénin va continuer d'être un pays maniant, alors que c'est au Bénin que nous disposons de tout, la nature nous a gâtés? Est-ce à dire, comme nous le disons souvent, et Dieu est avec nous, est-ce à dire que nous sommes seuls et seuls descendants d'Adam ou d'Abel ou de Caïn, parce qu'on a dit que c'est Caïn qui a tué son frère. Est-ce qu'il a été dit que c'est le peuple béninois qui est le seul descendant de Caïn? Nous pensons que vous n'hésiterez pas à accepter de nous confesser. Nous sommes venus nous confesser. Pendant que le président Kérékou était là, après avoir dit, vous n'avez pas à parler politique, il s'est un peu fatigué et il s'est assoupi. Et Monseigneur, très habile, lui a dit à un moment donné, bon, Monsieur le Président, vous avez passé votre message, nous avons entendu, maintenant si vous voulez aller vous reposer et que vous pouvez partir. Et nous, on a pu continuer nos débats. Le président Kérékou du palais appelle Monseigneur Dezouza pour une importante communication. Et finalement, Monseigneur Dezouza propose au président Kérékou de venir au palais de la République pour s'entretenir directement avec lui. Monseigneur Dezouza nous réunit, nous qui étions et les membres du bureau et les experts. Monseigneur nous dit que le président Kérékou l'appelle. Et dit, vous, ceux qui savent prier, qui croient, qui prient, les autres n'ont qu'à réfléchir. Alors nous sommes restés, ceux qui pouvaient prier, chacun réfléchissait. On se demandait ce qui allait arriver. On a eu très peur, n'est-ce pas? Et on est resté là-bas jusqu'à minuit, ne sachant pas si on allait sortir. Ce soir-là, Monseigneur Dezouza est allé voir Kérékou. C'était un entretien dramatique entre eux deux. Je n'étais pas témoin. On a dit que... Une nuit terrible pour nous tous. La nuit du 24 février 90. Monseigneur Dezouza est allé au palais cette nuit-là pour s'entretenir longuement avec le chef de l'État. Je le tiens de Monseigneur Dezouza lui-même. Le président l'a appelé pour lui dicter un message
qu'il allait plus tard délivrer à la conférence. Et Monseigneur Dezusa d'ajouter, avec ma petite écriture, au bout de 20 minutes, comme j'écris très très petit, j'avais écrit une page. Et puis brutalement, le président Kérékou se ravise. On dit, mais moi je suis président de la République. Et vous, vous êtes évêque. Ce que je fais là, ce n'est pas normal. Déchirez, déchirez, déchirez. Et retourner à la conférence nationale. Monseigneur Dezusa m'a dit, quand le président Kérékou me dictait le message, j'avais peur parce que le contenu était grave. Si j'allais à la conférence délivrer ce message, 5 minutes après, le Bénin basculerait dans la guerre civile. Mais moi, avec ma main gauche sur ma croix pectorale, je priais, je disais, Dieu, Dieu, sauve-nous, sauve-nous. Donne-lui ta force et ta lumière. Dieu, sauve-nous. Monseigneur a demandé que je l'accompagnasse avec le professeur Outonji. Nous nous sommes rendus au palais. Le professeur Outonji et moi, nous sommes restés dans la voiture. Ce que nous avons constaté, c'est qu'après l'entrevue, les deux hommes sont revenus la main dans la main. Le général, le président de la République, tenant notre archevêque par la main, les deux échangeaient. On n'a pas entendu ce qui se disait, mais à regarder les visages, on sentait qu'ils se sont compris et qu'ils terminaient leur tête-à-tête par des conclusions bénéfiques. Le général, le président de la République, le général Mathieu Kérékou, a ouvert la portière, a fait asseoir le président, notre archevêque, et nous sommes repartis. Monseigneur nous a dit, tout s'est très bien passé. Il nous a donné beaucoup de détails sur la manière dont s'est déroulé cette entrevue, cet entretien. Mais j'ai le devoir, en tant que chrétien, en tant que citoyen, de respecter ce que l'on appelle la retenue et le devoir de la mémoire d'un homme qui nous a fait confiance en nous livrant la confidentialité d'un entretien avec le chef de l'État. S'il était encore présent parmi nous, après l'avoir conféré avec lui, j'aurais peut-être livré quelques bribes de ce qu'ils se sont dit, ce qu'ils ont partagé. Mais aujourd'hui, le détail, je le laisse à l'histoire. On a eu vraiment très peur. Le ministère de l'Intérieur de l'époque était des gens qui étaient prêts, n'est-ce pas, à tirer dans le tas, n'est-ce pas, ou en tout cas à créer une grande peur pour qu'on n'allait pas trop loin dans les recommandations que nous voulions faire, puisque nous avions demandé que la conférence soit souveraine et que ce qu'elle va dire, ce qu'elle va donner, soit, des conclusions obligatoires à mettre en œuvre. Je ne suis pas membre d'une assemblée constituante parce que je n'ai pas été élu. Et je ne suis pas venu ici pour être membre d'une assemblée constituante. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les honorables délégués, vous invitez, en vertu de l'article 30, à ajourner le débat afin que l'on procède à une remise qui tienne compte du consensus obtenu lors des discussions. La conférence nationale des forces vives
réunis à l'hôtel PLM Alejo à Cotonou, premièrement, affirme sa détermination d'arrêter les mesures propres à dénouer la crise actuelle par des voies pacifiques et sa volonté d'instaurer la démocratie et le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de promouvoir le progrès économique et social, proclame solennellement sa souveraineté et la force exécutoire de ses décisions. Vous avez entendu le texte. Alors, est-ce que ce texte peut être considéré comme le texte auquel s'est rallié l'ensemble de la conférence? Chacun devra sortir un peu de lui-même pour concéder à l'autre. Chacun devra réduire toute dilatation subjective de son moi afin que l'intérêt collectif l'emporte. Chacun devra s'abstenir de penser que seules ses idées, que seul son projet de société demeure l'élément déterminant et exclusif de notre salut commun. Un soir, je suis informé que le lendemain matin, un groupe de jeunes allait déposer un projet de résolution prononçant la destitution de Mathieu Kérékou. Que faire? Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'étais sur le tableau de la suspicion extrême, moi. J'étais vendu à Kérékou, avocat de Kérékou. Chacun y allait librement à la radio m'insulter comme bon lui semblait. Et donc, je me suis dit, ça, c'est les anciens présidents de la République qui doivent régler ce problème. Mais si je m'en vais chez l'un quelconque d'entre eux, il suffit que quelqu'un me voie entrer chez un ancien président ou en sortir pour que cet émoi bien béninois là revienne. On dit, je suis en train de faire des complots avec l'ancien président de la République, ils vont encore. Bon. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été chez un de mes oncles vieux, retraités depuis des décennies et aujourd'hui disparu. Lui, au plus tard, 20h30, 21h, il est déjà au lit. Bon, mais cette fois-là, j'ai débarqué vers 22h. Aujourd'hui, là, tu vas sortir. Cette nuit même, tu vas sortir. Il dit, ah non, moi, je ne peux pas sortir. Il dit, tu vas sortir. Et je lui explique pourquoi il doit sortir. Il dit, ah, si c'est ça, je sors. Il dit, moi, je ne peux pas aller chez les anciens présidents. Tu vas les voir cette nuit, avant demain matin. Pour leur dire, voilà. Et demain, en allant à la conférence nationale, je repasserai chez toi pour prendre le résultat. Et il l'a fait. Et le lendemain matin, en passant chez lui, il me dit oui, qu'il a vu à Romanegbe. Et on était au courant. On a dit oui, je l'ai, c'est les jeunes. Bon, mais je vais voir ça avec Maga et Zinsou. Et le lendemain, effectivement, je ne sais plus le détail de ce qu'ils ont fait. Et ils se sont débrouillés pour que cette résolution-là disparaisse et ne soit jamais présentée. Ils ont dû arranger ça avec Monseigneur, appeler les auteurs de ça et ils ont arrangé. Je sais qu'ils ont arrangé. Voilà. Et l'histoire m'a confié la tâche redoutable et gigantesque
de reconstruire un pays ravagé pendant près de 18 ans par un régime autocratique, militaro-marxiste, du PRPB, un régime qui était caractérisé par de très graves violations des droits de l'homme, avec les camps de concentration de Segbana, dont je voulais qu'on fasse un musée, pour dire plus jamais ça. D'une économie sinistrée, en pleine décomposition, qui avait jeté dans les rues 10 000 chômeurs. Aucun secteur de l'économie ne tenait plus debout, pas même l'agriculture. Toutes les banques, presque toutes les entreprises publiques, il y en avait 120, avaient fermé leurs portes et déposé leur bilan. Plusieurs candidatures suscitées, proposées aux volontaires au poste de Premier ministre de la Transition, cheville ouvrière du changement numéro 2. En fin de compte, une seule retenue, mais on pense quand même au vote avec les moyens de bord. On se fait confiance, car il y a péril à la demeure et il faut sauver les meubles, quoi qu'il en coûte. Comme vous le constatez, à la guerre comme à la guerre, c'est dans ce petit carton de poste ottoman que le pays a réuni la voix de l'espérance de millions de désespérés. Des moments forts que nul n'aura assez de force, d'arguments et d'audace pour remettre en cause. Un gouvernement sera installé ayant à sa tête un Premier ministre. Nous avons unanimement désigné Nicéphore Soglo. En cette période de turbulence économique et d'ajustement structurel, nous savons que le navire est entre de très bonnes mains. C'est dans ces conditions que dès que j'ai été élu, j'ai dit qu'il faut remettre la nation au travail. Nous avons formé une équipe de gens de très grandes compétences, une équipe très resserrée. Nous étions 15, Premier ministre compris. La première des choses, c'est que les gens puissent manger, leur redonner leur salaire. Mais il fallait payer aussi les 70 milliards d'arriérés de salaire, 30 milliards d'arriérés salariaux et 40 milliards d'arriérés non salariaux, c'est-à-dire toutes les dettes qu'on devait aux organismes internationaux et autres, aux hôpitaux. Le deuxième élément, c'était de savoir que notre économie est essentiellement agricole. 75 à 80% de la population vit dans et par l'agriculture. J'ai eu beaucoup de chance, parce que le plus grand savant agricole de tous les temps, cet homme-là, Norman Borlaug, l'homme qui a fait la révolution verte dans le sous-continent indien, en Inde, au Pakistan et ensuite au Mexique, c'est lui que j'ai eu la chance d'avoir à mes côtés. Mais il y avait une excellente équipe au ministère de l'Agriculture et des techniciens de très grand niveau et surtout des structures pour encadrer les paysans et surtout des vulgarisateurs. Sur le plan de l'état de droit, il fallait restaurer la démocratie. Une commission de rédaction de la prochaine constitution est désignée, dont les travaux nous seront remis dans les toutes prochaines semaines. Notre ami, le professeur Maurice Glélé Ahanhanzo, conseiller juridique de l'UNESCO, a bien voulu accepter d'y veiller personnellement. On s'est interrogé sur le régime politique, le régime parlementaire, c'est-à-dire un chef d'État et un Premier ministre, un gouvernement responsable devant l'Assemblée. Au stade de l'amitié, s'est posé la question de la limitation ou non de l'âge. Un pays aussi délicat que le Bénin ne peut pas se permettre d'avoir un Premier ministre. J'étais personnellement contre. Et je suis toujours contre. Il y avait des gens, ils ont dit, si le président de la République est du Sud, il faut que le Premier ministre soit du Nord et vice-versa. J'ai dit, on ne construit pas un pays sur la division. On ne fonde pas une nation sur la division. La nation, c'est vouloir vivre ensemble, tout faire ensemble, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les différences. Faut-il un parlement à 2 chambres ou non? Nous en avons discuté.
nous avons retenu pour ce moment-là une seule chambre. Moi, j'ai toujours tenu à une seconde chambre qui sera la chambre, un haut conseil en quelque sorte, avec des gens soit élus, soit sélectionnés par département. Ce n'est pas une chambre qui va se réunir tout le temps, mais ça sera la chambre des sages, des gens de réflexion, qui puissent modérer les élans du Parlement, qui, pour nous, est censé représenter la nation. C'est les représentants de la nation. Ils incarnent la souveraineté du peuple. Et il a été décidé d'avoir comme principe un état de droit, c'est-à-dire un état dans lequel la référence essentielle est la Constitution. J'ai beaucoup travaillé sur les régimes politiques africains, comparés. C'est un domaine que j'enseignais au Panthéon à Paris. On est tenté de dire que le béninois traditionnel est profondément monarchiste et que il valorise avant tout l'obéissance au chef. Même dans les sociétés, la société béninoise pré-coloniale, il y avait des voix discordantes qui n'osaient peut-être pas s'exprimer en public, qui n'étaient pas d'accord avec la pratique des sacrifices humains, ni avec certaines pratiques que nous qualifierions aujourd'hui d'immorales du pouvoir royal. J'aime beaucoup de ce point de vue la petite pièce de Jean Pliat, Kondo le requin, où Guédégbé se permet de dire au roi que les sacrifices humains et tous ces esclaves qu'on égorge pour aller transmettre des messages aux ancêtres dans l'au-delà, que toutes ces pratiques-là n'étaient peut-être pas indispensables. Nos historiens ont énormément à faire aujourd'hui. Je pense que l'un des axes de recherche les plus recommandables aujourd'hui, c'est celui qui visera à rendre audibles ces voix étouffées qui sont restées difficilement perceptibles, mais qui n'en sont pas moins importantes.